Dans de nombreuses années, on regardera en arrière et on se dira, c'est à ce moment-là que tout a changé. D'ici 5 ans, l'IA sera présente dans tout ce que nous faisons. Nous, les humains, nous devons avant tout comprendre que ça va se produire. Beaucoup de technologues veulent résoudre les problèmes humains par la technologie, alors qu'on a besoin de solutions humaines. Donc les questions très deep, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être humain? Qu'est-ce qui fait que je suis fier de quelque chose que j'ai fait? Nous sommes à un moment charnière qui force l'humanité à réfléchir à ce qu'est la conscience. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Il y a énormément de choses en jeu. Des carrières, des sommes d'argent astronomiques. Qui va décider de notre futur? À l'ère de l'intelligence artificielle, la course mondiale pour la suprématie est lancée. Elle se joue sur les plans de la croissance économique, de l'influence politique et du pouvoir. Une lutte qui oppose la Chine, les États-Unis et l'Europe. De grands groupes de la tech et des startups qui les défient. Il ne faut pas louper le coche, car il n'y aura pas de seconde chance. Jonas Androulis a créé l'une des entreprises d'IA les plus influentes d'Europe. Grâce à elle, le continent pourrait se hisser à la pointe en la matière, s'émanciper des États-Unis et de la Chine et s'assurer un avenir prospère. L'Europe est à un tournant. Elle joue ses dernières cartes. Elle doit être capable de développer cette technologie elle-même pour pouvoir la mettre en œuvre conformément à ses propres valeurs. Thomas Wolf est le cofondateur de Hugging Face, la plus importante plateforme d'intelligence artificielle en open source. Il veut empêcher que l'une des technologies les plus puissantes de l'histoire de l'humanité ne finisse aux mains d'une poignée de grands groupes. Il faut qu'on ait une diversité d'acteurs. Il ne faut pas qu'on ait un acteur qui soit le seul propriétaire de l'IA. Un futur où on a une technologie aussi fondamentale qui est détenue par une seule entreprise privée, ça me semble assez évident que ce n'est pas un futur qu'on veut. Enfin, en tout cas, dans tous les films, c'est le début d'une dystopie. Han Xiao est un entrepreneur chinois du secteur de l'IA. Avec sa société Jina AI, il essaie de se faire une place sur les marchés chinois et occidentaux. Quel rôle jouent les entreprises d'IA chinoises dans la course mondiale? Et comment le Parti communiste les utilise-t-elle pour ses objectifs politiques? En gros, ChatGPT ou GPT-4 fait office de cerveau. Et l'une des inquiétudes du gouvernement chinois, c'est qu'il soit conçu aux États-Unis. Parce qu'au bout du compte, la culture et le mode de gouvernance de chaque pays se reflèteront dans ce cerveau. Il est indéniable qu'au plus haut niveau des États-Unis et de la Chine, on considère que l'avenir de la puissance économique et militaire repose sur l'intelligence artificielle. Notre système économico-politico-financier part du principe que tout va suivre son cours tranquillement, que l'on recevra du gaz pas cher de la Russie, que les États-Unis nous protégeront et qu'il est donc inutile d'investir dans l'armement, que la Chine restera toujours amicale. On s'est installé dans notre zone de confort. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on se secoue, qu'on se dise, nous aussi, nous pouvons revenir à une politique offensive. Lançons-nous dans la course. Créons des conditions favorables à cette compétition pour que nos meilleures entreprises croissent elles aussi et qu'elles puissent rivaliser sur le marché mondial. Ce serait tout indiqué. Et fin 2023, Robert Habeck remporte une victoire au point dans ce jeu de stratégie géopolitique. Aleph Alpha, une entreprise d'IA allemande, parvient à récolter 500 millions de dollars auprès d'investisseurs.
C'est l'une des plus grosses levées de fonds pour ce genre de technologie et une manière pour l'Europe de montrer qu'en matière d'IA, elle est aussi capable d'engendrer des acteurs d'envergure internationale. Jonas Androulis est le fondateur et le PDG d'Aleph Alpha. Il mise en priorité sur des investisseurs de l'industrie allemande comme SAP, Bosch et le groupe Schwarz, propriétaire de Lidl et Kaufland. J'étais un opérateur radio amateur. Je soudais des radios et je construisais des antennes moi-même. Comme mon père a eu très tôt un ordinateur à la maison, j'ai pu commencer très jeune à programmer et à m'amuser avec les ordinateurs. Quand nous nous sommes lancés, l'expression IA générative n'existait pas encore. OpenAI était très peu connu. Nous étions très techniques et nous avons réussi à créer une innovation de référence. Nous étions des mordus d'informatique, des chercheurs. Il y a eu des moments où j'ai eu l'impression que j'allais être dépassé par la montagne de travail et les défis que ça représentait. Le soir, je réponds encore à une masse d'emails jusqu'à ce que j'en tombe de fatigue. Il y a des choses que je veux délaisser, mais d'autres pas. Retour au printemps 2023. Aleph Alpha est alors un peu seul dans le paysage européen de l'intelligence artificielle. Avec sa start-up, Jonas Androulis a créé la seule IA générative capable de rivaliser avec les meilleurs au niveau international. Son savoir-faire, il l'a acquis chez Apple, où il était un chercheur de haut rang dans le domaine. Aujourd'hui, il se retrouve propulsé parmi les espoirs de l'Europe dans la course à l'excellence mondiale. Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de répondre à tout cet afflux de clients et de partenaires potentiels. Une grande partie du DAX 30 a pris contact avec nous. Des PME spécialisées dans le conseil, des organes de presse, des agences d'événementiel, un nombre incroyable. C'est comme une explosion cambrienne où plein de choses créatives et nouvelles voient le jour. Nous sommes le seul acteur européen de cet acabit à être impliqué. C'est une évolution passionnante. Avons-nous quelque chose comme OpenAI? Oui, et peut-être même en plus cool. L'Union européenne devrait se demander pourquoi il n'y a pas plus d'acteurs locaux qui se développent et croissent. Plein de dirigeants d'entreprises et de start-up innovantes finissent par partir pour les États-Unis. L'une des principales pierres d'achoppement, c'est l'accès au capital. Ce que nous avons conçu, c'est une technologie générique. Alors maintenant, nous avons besoin d'une troupe de brillants chercheurs triés sur le volet et qui ont une forte puissance de feu. Et de fric. Plus d'argent que ce qu'une start-up allemande peut obtenir normalement. On parle aujourd'hui de milliards. Et on a besoin de partenaires pour nous aider. Une aide qui ne s'achète pas. OpenAI reçoit non seulement 10 milliards de Microsoft, mais aussi un incroyable soutien pour intégrer cette technologie dans tous les produits et toutes les plateformes de la marque. À l'heure actuelle, Aleph Alpha compte une soixantaine d'employés répartis sur différents sites, en majeure partie à Heidelberg, siège de la société. Contrairement à OpenAI, elle ne s'adresse pas aux particuliers mais aux industriels et à l'administration publique. Des cibles qui ne sont pas faciles à convaincre et à faire bouger. Un problème pour Jonas Androulis qui a besoin de projets pilotes afin de démontrer que cette technologie fonctionne. On se place ici et un agent administratif virtuel s'adresse à nous. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Quel service cherchez-vous? Et ensuite j'appuie. Il faut poursuivre dans cette voie. Ce n'est pas une bonne chose, c'est mon emploi. Je sais, c'est ton boulot, mais on est super content que tu sois encore parmi nous. Catherine va bientôt prendre une retraite bien méritée. L'année prochaine. Je lui ai posé ma question habituelle. Est-ce que tu voudrais travailler encore un peu parce que j'ai besoin de toi? On manque de personnel qualifié. C'est un énorme problème. Ça, c'est important pour nous. Le vivre ensemble. Et ça, c'est évidemment un sujet central, l'innovation.
Heidelberg est l'une des premières villes au monde à employer un chatbot, un agent conversationnel en guise d'assistant administratif. C'est Aleph Alpha qui en a développé le grand modèle de langage. Nous avons un partenaire, un client avec lequel nous pouvons expérimenter cette nouvelle technologie et que nous pouvons présenter aussi comme référence. Tout le monde peut venir ici et l'essayer. C'est un énorme avantage, parce qu'une grande partie de nos autres clients ne souhaitent pas être cités. Ils ne veulent pas montrer ce qu'ils font exactement. Donc c'est vraiment super de disposer d'un client pilote comme celui-ci, à la fois visionnaire et courageux. À long terme, l'intelligence artificielle devrait permettre d'accélérer les procédures administratives et d'améliorer les services aux citoyens. J'écris simplement « pollution automobile sur la B37 ». C'est une route très fréquentée. Et je lance la recherche. C'est une question très large qui ne précise pas si on cherche une date ou un bilan annuel ou quotidien. C'est évidemment à l'IA de travailler pour savoir ce que je peux bien vouloir. Aujourd'hui, la B37 est fermée entre 7 et 18 heures. Maintenant, je vais dire comment faire une demande d'allocation familiale. Ce n'était pas la bonne réponse, elle ne trouve rien. Les erreurs nous sont signalées par les habitants et les services administratifs. Nous nous testons donc nous-mêmes. Et nous faisons remonter ces retours à Aleph Alpha qui réfléchit à la manière de modifier l'IA pour que les résultats soient plus précis. C'est toujours l'exactitude des réponses qui est en cause. La technologie est encore en phase d'expérimentation et n'est pas fiable. La période est délicate pour Aleph Alpha. D'autant qu'au moment même où Jonas Androulis a besoin d'investisseurs et de nouvelles rentrées d'argent, Microsoft et OpenAI prennent une longueur d'avance. In fact, a race starts today, and we're going to move. We're going to move fast, and for us, every day, we want to bring out new things. So let's look into this. Le 14 mars 2023, OpenAI lance ChatGPT 4, l'intelligence artificielle la plus performante à ce jour, et en profite pour baisser fortement les tarifs pour les utilisateurs. Jonas Androulis et son équipe voient leur modèle commercial menacé. Rédige un poème sur la pêche du point de vue d'un poisson. Ça n'en finit pas. C'est énorme. Dans les profondeurs où les ombres s'agitent, dans ces eaux claires et fraîches où j'habite, je suis le poisson sous le ruisseau argenté, où la vie ressemble à un rêve éveillé. Un être pleurnichard, fin et retors, avec un ancien instinct de vie et de mort. Et ça continue. C'est pas si mal. Je suis allé dans un appartement avec quelques collègues pour regarder sur un grand écran avec un projecteur la présentation de GPT-4. Quelqu'un avait un compte pro sur ChatGPT, donc on a pu s'amuser un peu. On était très impressionnés et surpris par ses capacités. Ce n'est pas grave quand quelqu'un sort un petit bijou de technologie, parce que nous sommes des chercheurs. Nous développons des technologies et c'est le jeu. Si vous jouez du violon et que vous allez voir un solo magistralement interprété par un incroyable violoniste, vous ne vous dites pas « je vais abandonner ». C'est stimulant. J'étais un peu stressé. C'est arrivé en pleine négociation avec de potentiels investisseurs, des partenaires commerciaux. Et je savais qu'à chaque entretien, on allait me rétorquer « mais GPT-4 ». J'aurais aimé créer GPT-4 moi-même. J'aurais aimé, il y a 2 ans, recevoir 200 millions et développer le premier modèle avec ce niveau de performance, ici à Heidelberg, en Europe. Ça a été très frustrant pour l'équipe, je l'ai vu, et ça fait mal. En réalité, comparer OpenAI et Aleph Alpha n'a pas de sens. OpenAI appartient pour près de moitié au géant de la tech Microsoft, qui injecte plus de 10 milliards de dollars dans la société. Quant à Jonas Androulis, il n'avait à ce moment-là récolté que 28 millions d'euros. Ce qui ne l'empêche pas de vouloir se mesurer au plus grand. La pression qui pèse sur nous est énorme, parce que nous luttons pour notre survie.
Nous avons créé avec extrêmement peu de moyens un produit de classe internationale. Nous sommes à la pointe de l'avant-garde. Mais nous voyons déferler sur nous une vague d'argent, celle de Microsoft, contre laquelle on ne peut rien faire. Is it for you easier to speak in French or English? I might find it difficult to make really French without English words everywhere. Yes. Yeah, because Si Jonas Androulis s'inquiète d'être mis dos au mur par les leaders Microsoft et OpenAI, l'ambiance est au beau fixe du côté de Thomas Wolf. Hugging Face compte 200 employés et possède des bureaux à Paris, New York et Amsterdam. La start-up a conçu une plateforme à succès sur laquelle programmeurs et entreprises peuvent partager ou continuer à développer des modèles d'IA. The philosophy, the mission and the values that we push are actually very European by some way. Being careful about the data, trying to build something responsible, and not just go fast and break it. ChatGPT, on a clairement une valeur anglo-saxonne dans le modèle, etc. Et donc on se demandait, est-ce qu'on ne peut pas faire un projet pour essayer d'extraire et de mesurer ça, avoir des sortes de benchmarks qui diraient, est-ce que ce modèle est finalement un modèle anglo-saxon, je dirais, peut-être dans les valeurs, ou est-ce que c'est un modèle français ou allemand? Donc, ce serait très intéressant peut-être de faire une étude comparative, maintenant que tu parlais, ça, je réfléchissais, entre ChatGPT et Bloom Chat, peut-être, quand on pose une question, si on le pose en plusieurs langues, est-ce qu'il y a le content filter qui va pop-up? Il va pop-up. Sur quel type de questions? Est-ce qu'il va y avoir une approche plutôt américaine, plutôt européenne? Donc ça, ce serait intéressant à étudier. C'est ce qu'on appelle le pluralisme de valeurs. C'est-à-dire qu'on reconnaît que chaque population dans le monde a un système de valeurs différent. Nous, déjà, ici, dans cette pièce, on a énormément de nationalités différentes. Et aussi, il faut aussi poser la question de qu'est-ce qu'une valeur, à quoi on tient, qu'est-ce qui est important pour nous. Optimistic sparks in Europe, like new startups. In Germany, Aleph Alpha is already, I would say, a big player. In the UK, Stability is obviously a very visible player. Here in France, there's Mistral is new player. In Finland, so in almost every European country, I see at least one or two like startup with this ambition to become and to build something big. Merci beaucoup. Malgré l'idéalisme affiché par Thomas Wolf et son équipe, Hugging Face suscite des critiques. Même s'il s'agit d'un projet open source, c'est finalement toujours une petite élite de la tech qui décide de notre avenir et des risques auxquels nous serons exposés. Tous les businessmen que je rencontre me disent « il faut former », voilà. Donc c'est la société qui doit se former sur ces sujets-là. Et nous, finalement, on fait des systèmes, mais bon... Je pense que dans les systèmes qu'on est en train de créer, il y a une part d'empowerment aussi. On peut les créer d'une manière ou d'une autre, une manière qui ouvre plus, qui laisse à la personne qui est en face le loisir de comprendre ce qui se passe, un peu. Donc ça fait partie d'obligations qu'on peut donner aux industriels. On a créé des sortes de machines culturelles qui ont digéré toute la culture. Elles ont été créées par des mathématiciens qui n'ont aucune approche à la base. Alors je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Il faut trouver des nouveaux moyens, comme ça, d'expliquer ça à des gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt non plus pour les maths. Enfin, ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour utiliser ça comme un outil, mais pour qu'ils comprennent les limites et qu'ils puissent commencer à faire confiance à ces modèles, quoi. C'est-à-dire faire confiance, ça veut dire en fait juste comprendre quand il marche pas. Vous pouvez faire confiance à votre GPS parce que des fois, quand il vous montre un chemin, vous dites non, ça c'est un chemin de GPS, je ne te suis pas. C'est très gentil. Ça marche bien. Enfin, c'est aussi super d'avoir un champ de recherche aussi énorme qui s'ouvre, non? Moi, je trouve ça fascinant. Il y a un gouffre quand même de non-connaissance. Ouais. Il y a un gouffre. Ah, oui. La responsabilité, finalement, elle est où? Parce qu'on a une certaine responsabilité en tant que développeur, chercheur, mais il faut pas contraindre l'idée de connaissance, mais il faut quand même contraindre lorsqu'il y a des utilisations qui sont néfastes pour la société. Il y a un potentiel de manipulation incroyable. On est d'accord. Si tout le monde commence à s'informer pour les élections avec ChatGPT... je pense qu'il va faire une antidote
Comment on fait pour accélérer l'éducation? Ça, c'est un bon sujet, hein, prochaines élections. Alors, comment on fait pour avoir finalement une éducation suffisante pour qu'on ne soit pas tous manipulés? Là, je ne sais pas comment on va faire. C'est une très grosse question. Que se passe-t-il quand les gens commencent à demander à l'IA pour qui ils devraient voter? L'IA donne des réponses, comme toujours, ou pas. Qui choisit ces réponses? Qui en a envie? Qui a-t-on envie de voir choisir ces réponses? Là, j'ai pas de réponse. Pas de réponse à ça. L'IA générative se développe à une vitesse vertigineuse et les géants de la tech sont descendus dans l'arène, ce qui stimule encore davantage son essor, d'autant que ce nouveau marché est juteux. L'inquiétude monte parmi certains scientifiques renommés de l'IA. Ils craignent que l'esprit de compétition qui anime les grands groupes de la tech ne les conduise à concevoir des technologies qui deviennent incontrôlables. Je crois que nous avons commis une erreur en adoptant le nom de Homo sapiens, donné à notre espèce par mon compatriote suédois Carl von Linné. Sapiens veut dire qui pense, intelligent. Sauf que nous ne serons plus les plus intelligents. Nous devrions peut-être nous rebaptiser Homo sentiens, humain qui ressent. Nous ressentons de la curiosité, du sens, de l'intention, de l'amour. Voilà ce qui nous rend vraiment uniques. On devrait se demander comment conserver le contrôle sur les machines de manière à pouvoir s'en servir comme outil pour construire un monde dans lequel les humains pourraient se développer avec des expériences positives. En 2014, quand j'ai créé le Future of Life Institute, le simple fait d'évoquer la sécurité de l'IA était tabou, parce que ça sous-entendait qu'elle n'était pas totalement sûre. De nombreux chercheurs en intelligence artificielle pensaient que c'était néfaste pour les levées de fonds, et que ça n'inquiétait que quelques illuminés. Pour les personnes qui ont signé cette lettre ouverte, c'était un peu comme sortir du placard. Oh, vous aussi, vous vous inquiétez et vous pensez qu'on devrait ralentir un peu? Je ne le savais pas. Et d'un coup, c'est devenu socialement acceptable d'en parler. Max Tegmark et son institut publient une lettre ouverte expliquant que l'intelligence artificielle représente pour l'humanité une menace d'ordre existentiel et que la civilisation humaine pourrait bien disparaître. Des centaines de chercheurs en IA et de grands noms de la tech signent la lettre, notamment Elon Musk, patron de Tesla, Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, ou encore Yoshua Bengio, lauréat du prix Turing. C'était assez choquant de voir qu'une fois cette lettre publiée et signée par des sommités de la recherche en IA, les langues se sont vraiment déliées. Ce que je crains le plus, c'est que nous, le milieu technologique, nous causions de graves dommages au monde. Ça pourrait arriver de différentes manières, d'où la création de notre entreprise. Je crois que si ça tourne mal avec cette technologie, ça tournera très mal. Nous voulons en parler ouvertement et collaborer avec le gouvernement. Je pense qu'il était sincère au sujet des risques existentiels. Je crois moi aussi qu'ils doivent être pris au sérieux, ainsi que toute une palette d'autres risques. J'en ai discuté avec lui à plusieurs reprises, et il les reconnaît totalement. Ces avertissements à propos de la puissance majeure de cette nouvelle technologie amplifient l'importance du produit que ces gens fabriquent, ce qui pourrait avoir un effet indirect au niveau marketing. Ils disent « Regardez les choses incroyables que nous créons, mais assurons-nous que rien n'aille de travers ». Et sur ce point, ils se tournent vers le monde politique. Comme ça, si quelque chose tourne mal, et Dieu nous en préserve, ils pourront dire « Nous vous avions prévenu, mais les politiques n'ont pas agi ou pas à temps ». J'ai sous les yeux un article intitulé « Les grands modèles de langage entraînés sur la consommation médiatique peuvent prédire l'opinion publique ». Ce texte, publié il y a un mois, est le fruit d'un travail réalisé au MIT, puis chez Google. Il conclut que ces modèles peuvent effectivement
anticiper l'opinion publique. J'aimerais replacer ce sujet dans le contexte d'un scrutin. Doit-on craindre de voir de grands modèles de langage ayant cette capacité contribuer au développement de stratégies finement calibrées visant à influencer les électeurs? Cela devrait-il nous inquiéter pour nos élections? Merci pour votre question, sénateur Hawley. C'est l'un des points qui me préoccupe le plus. Cette capacité générale à manipuler, persuader et désinformer de manière interactive dans une discussion directe. Ça m'inquiète. Néanmoins, je crois que les gens sont capables de s'adapter assez rapidement. À l'époque où Photoshop est apparu, ils se sont fait berner pendant un moment par des images truquées. Et puis, ils n'ont pas tardé à savoir déceler celles qui pouvaient l'être. Là, ce sera la même chose, mais puissance 1000. L'interactivité, la possibilité de modéliser, la capacité de prédire le comportement humain que vous évoquiez, nécessite une combinaison entre les entreprises qui font ce qu'il faut, la réglementation et la sensibilisation du public. « 2024 est une année électorale décisive, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Il y aura notamment des élections au Parlement européen, ainsi qu'en Inde. Une grande partie des citoyens de la planète vont aller aux urnes. Et dans le même temps, nous sommes en pleine phase de test. Et il est très compliqué pour les chercheurs indépendants, les journalistes et les organisations de la société civile d'expérimenter ces modèles. On risque de se rendre compte bien trop tard des dégâts qu'ils peuvent provoquer en tant qu'arme contre la démocratie si on les utilise à mauvais escient. Quelques jours après son audition devant le Sénat des États-Unis, Sam Altman publie un communiqué signé par les hauts dirigeants de Google, Microsoft et d'autres entreprises de la tech. Le fait que les entreprises aient sollicité d'elles-mêmes ce genre de réglementation et que des chercheurs de premier plan aient demandé au gouvernement d'intervenir a marqué un véritable tournant. Pour comprendre la dynamique que l'IA générative déclenche à l'époque dans les coulisses de la politique mondiale, il faut se rendre loin au nord, dans la petite ville côtière suédoise de Luleå, à une centaine de kilomètres au sud du cercle polaire. Quand les gens disent que l'intelligence artificielle sera la prochaine révolution industrielle, je crois qu'ils sous-estiment son impact. Il ne s'agira pas simplement d'une nouvelle technologie à l'instar de la machine à vapeur. C'est comme créer une nouvelle espèce. Une espèce bien plus intelligente que nous. Le président Biden a lui-même eu des réunions sur l'intelligence artificielle, parfois jusqu'à 3 fois par semaine. Et je peux vous dire que peu de dossiers se retrouvent sur son bureau si souvent en une semaine. « 31 mai 2023. Ce jour-là, on dirait que des ovnis ont été aperçus. Et l'analogie n'est peut-être pas si éloignée que ça de la réalité, car depuis peu, l'humanité partage la planète avec une autre espèce qui, bien qu'artificielle, est elle aussi intelligente. Comment le monde politique va-t-il réagir? Democracy needs to show that we are as fast as technology. You saw the first letter on asking for a pause of 6 months. You saw yesterday a number of very, very insightful people signing up to say you need to do something for the very existential risks. And then you have the non-existential risks as well. Why is it important for the European Union to have a common policy with the US concerning AI, and shouldn't other parts of the globe be included in the conversation? Europe is important, but this is bigger than Europe. US is important, but it is bigger than the US. But if the two of us take the lead with close friends, I think we can push something that will make us all much more comfortable with the fact that generative AI is now in the world and is developing at amazing speeds. Jonas Androulis est invité à cette réunion du Conseil du commerce et des technologies en Suède.
Il est chargé de représenter les startups d'IA européennes qui réclament des conditions de concurrence équitables. Il existe évidemment d'autres entreprises d'IA en Europe, mais la nôtre est celle qui est la plus proche de l'élite mondiale. J'imagine que c'est pour cette raison que nous sommes présents ici, et pas pour nos beaux yeux. Just when there's a switchover. Thank you so much. Thank Yeah. you. Exactly. Certains secteurs connaissent un changement d'une très grande ampleur. Qu'est-ce que ça t'inspire? Nous essayons de lever plus de capital. Il y a 2 semaines, j'étais à la conférence Saphir de SAP. Dans son discours inaugural, Christian Klein a dit que leurs partenaires clés en matière d'IA sont Aleph Alpha, Google et Microsoft. Super. Et je participe bientôt à un événement avec Antonio Neri de HPE. Et que penses-tu de nos collègues de l'autre camp? Ceux d'Anthropic et de leur dernier communiqué. Celui sur la sécurité de l'IA? Oui, celui d'hier. Sur le long terme, il est concevable que des événements catastrophiques se produisent. J'étais à Bruxelles et Berlin et les politiques ont peur. Nous allons démarrer avec Jonas Androulis, le fondateur et PDG d'Aleph Alpha. Je vous laisse la parole et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Nous sommes tous un peu pris de vertige devant la vitesse à laquelle les choses évoluent. Cela rend nerveux tous les gens que je connais dans le milieu de l'IA. D'autant que c'est une technologie qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. En Europe, notre travail repose en grande partie sur la recherche de connaissances. C'est donc une opportunité pour nous de construire de nouveaux empires. Mais on court aussi le risque de perdre un pilier important sur lequel on s'appuie. Il faut réfléchir à la manière de créer des conditions de concurrence équitables. Je crois qu'il est dans l'intérêt de tout le monde que l'Europe contribue à un avenir plus sûr dans le domaine de l'IA. Pendant que les États-Unis et l'Europe cherchent une stratégie commune, à l'autre bout de la planète, en Chine, un écosystème de l'IA est en train de voir le jour. Il fonctionne selon ses propres règles et doit permettre au pays de devenir une grande puissance. Je repense toujours à cette école olympique que mes parents m'ont forcé à fréquenter pour que je me spécialise dans les mathématiques, puis l'école d'anglais. C'était du travail en plus des devoirs. Les cours avaient lieu le samedi, le week-end. Ça m'a permis d'apprendre vite. Et ma mère avait raison. Pour progresser et garder la motivation, il faut continuer d'apprendre en permanence. Je dis donc à mes employés d'en faire autant pour suivre l'évolution rapide de l'IA. Mon père était professeur d'informatique. Alors j'ai eu la grande chance de toucher très tôt à l'intelligence artificielle. En 2009, j'ai créé un modèle d'IA très simple. Comparé au grand modèle de langage actuel, c'était une minuscule fourmi. Han Xiao fait la navette entre la Chine et l'Occident. Il a travaillé chez Tencent, le géant de la tech chinoise, et chez Zalando, la société allemande de vente par correspondance. Il y a 3 ans, il a monté sa propre entreprise d'IA, Jina AI. La start-up a des bureaux à Shenzhen et Pékin, mais son siège est à Berlin. On fait un autre entretien ici? Pourquoi? C'est pour le site web. Pour le site? On cherche des candidats pour notre programme de stage et on veut ajouter des témoignages d'employés pour que les postulants voient comment on travaille chez Jina et pas seulement du point de vue d'un stagiaire. Je vois. Alors, Kalimi vient d'Inde, Isabella d'Afrique du Sud, Aladdin de Tunisie, Jackmin de Malaisie et Michael d'Allemagne.
J'ai un nombre limité de câbles. Je ne peux alimenter qu'un seul écran. Parfois, j'ai besoin de montrer aux gens l'architecture et les résultats du modèle. Alors ce deuxième écran me sert quand même. J'imprime et je scotche. Je peux dessiner dessus. C'est un peu comme un écran tactile. Là, on peut voir la progression du modèle à l'entraînement. Ça ressemble un peu au cours de la bourse. Celui-ci affiche d'assez bonnes performances parce qu'on voit que la courbe monte avec le temps. Et parfois, ce n'est pas trop ça, comme ici. Ce modèle a démarré très fort, puis la progression s'est arrêtée. Ça nous fait perdre du temps et de l'énergie, et ça gaspille notre capacité de calcul. Han Xiao et son équipe travaillent à l'optimisation des modèles d'IA pour des applications spécifiques. Par exemple, l'association de textes, de vidéos et d'images. Objectif, rendre plus intuitive et naturelle la communication entre humains et machines. Beaucoup de gens devraient reconnaître ce type. C'est une sorte de mème de grand-père. Il est très populaire sur les réseaux sociaux. Donc, si vous téléchargez cette photo dans l'algorithme, le programme va générer une histoire. Elle peut être comique, érotique, fantastique, horrifique, on a le choix. Laissons-le en mode standard. Et c'est parti. It wasn't supposed to be like this. I was meant for more. He whispered to the room, his words echoing into silence. I am more than the lonely man I've become. More than these disappointments. Suddenly, his eyes glinted, a revelation forming within his mind. Perhaps it is time I showed the world that again. With strengthened resolve, Arthur placed the coffee down, marking an end to his solitary reflection and the beginning of a new chapter. Voilà en gros jusqu'où on peut aller avec une IA multimodale. À partir d'une seule image, il est possible de générer un texte descriptif, mais aussi une histoire audio pleine d'émotions. Les entreprises chinoises finiront par devenir les leaders en matière d'IA générative. Il y a 2 mois, j'ai participé à un congrès mondial sur l'IA à Shanghai, au cours duquel une trentaine de grands modèles de langage sont sortis en une seule journée. Certains venaient de grands groupes comme Tencent, Alibaba ou Baidu. D'autres, de moyennes entreprises et même de secteurs différents, comme des banques. Ces sociétés chinoises sont généralement très douées pour apprendre des entreprises américaines. Elles copient leurs produits et les améliorent encore. Je suis convaincu qu'un jour, tous les meilleurs modèles viendront de Chine. La question des entreprises qui domineront l'ère de l'intelligence artificielle a aussi des implications géopolitiques. La Chine utilise le savoir-faire des grands groupes de la tech pour consolider son pouvoir, ce à quoi les sociétés libres tentent de s'opposer. Je m'appelle Jeffrey Kane. J'ai longtemps été journaliste et correspondant étranger en Chine. J'ai écrit un livre intitulé « L'État policier parfait ». J'ai été conseiller auprès de la Chambre des représentants américaine sur les sanctions et la politique chinoise. Après ce que j'ai vu à travers le monde, en Chine et ailleurs, je suis très préoccupé par le fait que nous n'arrivons toujours pas à manier l'IA. Nous ignorons ce qui nous attend. Nous ne savons pas comment la maîtriser et la mettre au service de notre démocratie.
La Chine est championne quand il s'agit de soumettre la technologie au contrôle de l'État et d'en faire un instrument visant à asseoir son pouvoir, que ce soit à des fins de surveillance interne et de censure, dans le but de maîtriser la société, ou d'assouvir son ambition de posséder des infrastructures numériques partout dans le monde et de travailler avec des pays, sur le continent africain notamment. C'est une approche diamétralement opposée à celle des sociétés démocratiques. En 2017, dans sa stratégie en matière d'intelligence artificielle, et c'est un document public, la Chine s'est explicitement fixée pour but de dominer la technologie de l'IA à l'échelle mondiale. En réponse, les États-Unis se sont explicitement fixé l'objectif de n'aider en rien la Chine à s'élever au rang de superpuissance autoritaire grâce à l'IA. Ironie de l'histoire, par le passé, les grands groupes américains ont eux-mêmes contourné la politique de leur propre gouvernement afin d'accéder au vaste marché chinois, à commencer par Microsoft. Microsoft est la plus importante société occidentale qui opère en Chine et qui a aidé le gouvernement chinois à développer sa dystopie basée sur l'IA. L'entreprise y a ouvert un bureau appelé Microsoft Research Asia. Bill Gates a opéré ce choix dans les années 1990 pour s'assurer un meilleur accès au marché chinois. C'est dans ce laboratoire qu'ont été formés les superstars du monde de l'intelligence artificielle du pays. Nombre d'entre elles ont par la suite fondé des entreprises comme McVie ou SenseTime, où elles y ont occupé des postes très élevés. C'était un peu l'incubateur des secteurs de l'Internet ou de l'IA moderne en Chine. Beaucoup de grands chercheurs ou de fondateurs de start-up sont issus de Microsoft Research. Et ces gens sont en train de devenir les plus gros influenceurs, leaders d'opinion ou entrepreneurs de Chine. Microsoft a contribué à former l'élite de la tech chinoise, qui ensuite a été instrumentalisée par le gouvernement afin de mettre en place un gigantesque état de surveillance contrôlé grâce à l'IA. C'est en Chine, à Pékin, à Shenzhen, que l'on compte le plus de caméras de surveillance au monde. Et en fait, le grand public s'y est habitué. Les gens ne voient plus ça comme une intrusion dans leur vie privée ou comme un logiciel qui analyse leur comportement. Parce qu'on leur a raconté que c'était pour leur bien, qu'il s'agissait de rendre la société plus sûre, de les protéger des terroristes, etc. Au cours de ces 10 dernières années, les habitants ont dans l'ensemble accepté l'idée d'être surveillés partout. Maintenant, l'État a non seulement les moyens d'intercepter toutes les informations que les gens s'échangent, mais aussi la capacité cognitive de traiter tous ces renseignements. Un avenir très très effrayant se profile. Et malheureusement, il pourrait bien devenir réalité. Actuellement, on compte à travers le pays plus de 500 city brains, des cerveaux urbains. C'est-à-dire qu'une ville comme Shanghai possède tout un tas de gros centres d'analyse de données. Ils collectent ces informations à différents endroits et ils disposent des machines et des algorithmes pour les centraliser, réaliser des calculs et prendre des décisions. L'IA est un outil extrêmement puissant pour le gouvernement chinois, qui peut s'en servir dans divers domaines comme la défense, la sécurité nationale, la surveillance étatique, le travail de la police, l'administration d'une ville et la régulation de la circulation. Ils vendent ces mêmes technologies partout dans le monde, notamment aux gouvernements autoritaires, avec la promesse d'une surveillance totale et d'un pays sans crime et sans dissidents. Une sorte de meilleur des mondes, qui est un problème face auquel nous, les Occidentaux, n'avons pas encore trouvé de solution. La Chine avance en force. Les États-Unis poursuivent leurs propres intérêts et l'Europe.
elle lutte pour son indépendance. Si l'UE rate le coche de cette technologie d'avenir, les IA américaines ou chinoises s'infiltreront dans les domaines les plus privés à une échelle sans précédent. Elles nous connaîtront aussi bien que nos amis et parents proches. Elles communiqueront avec nous en permanence et manipuleront nos pensées et nos actes. Pour ne pas en arriver là, l'Europe a besoin d'entreprises capables non seulement de programmer, mais aussi de construire leurs propres infrastructures matérielles afin de garder le contrôle sur les données les plus sensibles. La ressource la plus précieuse pour l'avenir de l'IA générative, c'est sa puissance informatique. À l'avenir, elle sera aussi essentielle que l'ont été jusqu'à présent l'électricité et l'eau. Et elle jouera le même rôle que celles-ci ont eu dans nos processus de développement passés. Une nouvelle expression circule déjà dans la Silicon Valley. On parle de GPU poor, pauvre en GPU, pour qualifier les gens qui manquent de cartes graphiques. L'entraînement des grands modèles de langage de pointe nécessite l'emploi de milliers de GPU, des processeurs graphiques hautement performants, d'où une pénurie de cartes graphiques. C'est aussi ce qui pousse beaucoup de petits acteurs du secteur à s'associer avec de grands groupes de la tech. Ces derniers mois, dans le domaine de l'IA générative, de très nombreuses entreprises ont signé des contrats qui leur ont coûté leur indépendance. En concluant ces partenariats, elles ont accepté de limiter leurs choix en matière de hardware ou de cloud et d'intégration. Et ça, c'est une concession à laquelle nous nous refusons catégoriquement. Jonas Androulis a compris très tôt l'intérêt de disposer de ses propres infrastructures et a fait construire en Allemagne un centre de calcul pour son entreprise. Aleph Alpha revêt donc une importance stratégique croissante au niveau politique. Dans les médias, on vous présente toujours comme la réponse allemande à ChatGPT. Est-ce que c'est le cas? C'est faux. Ou plutôt, c'est la réponse allemande à OpenAI. Mais ChatGPT en soi est un produit destiné aux particuliers. Il est pensé pour permettre aux élèves de rédiger leurs devoirs ou de créer un poème pour l'anniversaire de leur grand-mère, ce genre de choses. Ce n'est pas du tout notre cible. Nous nous orientons plutôt vers des domaines où les processus de travail sont plus complexes. Par exemple, les secteurs de la finance, de l'administration, de la sécurité ou de la santé. Et nous voulons y créer des systèmes d'assistance qui aident les gens. Nous sommes ici dans un ministère et l'administration publique pourrait tirer un bénéfice énorme de l'IA. On pourrait systématiser et faciliter un nombre incroyable de processus. C'est pour cette raison que la question centrale de mon travail, y compris quand je suis venu vous voir, était la suivante. Comment faire pour que le secteur public soit un point d'ancrage qui génère des contrats clients, si je puis m'exprimer ainsi, qui assure des commandes à la technologie de l'IA allemande et européenne? C'est une entreprise d'intelligence artificielle qui s'adresse aux administrations, et donc à nous. Il ne nous reste plus qu'à constituer des dossiers sur la fréquentation de nos administrés, les projets de financement, voire la délivrance d'autorisation, qu'ils puissent utiliser pour leurs expérimentations. On parle beaucoup de réglementation pour ce genre d'aspect. Mais si nous continuons à dépendre de pays étrangers ou de sociétés commerciales pour ces technologies génériques, nous risquons à l'avenir de nous retrouver dans la même situation que ces dernières années avec l'électricité et le gaz. À savoir que nous ne pouvions plus dire certaines choses sous peine de nous retrouver privés de lumière et de chauffage. Le centre de calcul qui assure jusqu'à présent son indépendance, Aleph Alpha, le doit au groupe américain HPE, Hewlett Packard Enterprise. Hewlett Packard est l'un des plus gros acteurs en matière d'infrastructures informatiques. Ils construisent des centres de calcul, ils équipent des salles de serveurs internes. Une grande partie de ces infrastructures de haute qualité qui font tourner le monde moderne provient de HPE.
Jonas Androulis est parvenu à nouer un partenariat stratégique avec HPE qui lui permet de se fournir en matériel informatique sans clause d'exclusivité. Il s'agit aussi pour lui d'un moyen de pénétrer le marché américain et c'est ici, à Las Vegas, qu'il veut conclure l'accord avec le patron de HPE, Antonio Neri. Welcome to HP Discover 2023. This event is special because it is our annual opportunity to reunite with a global community of customers and partners. Wir announcen ja heute. Aujourd'hui, nous présentons une offre commune fondamentale avec HP. Une conférence de presse a lieu en même temps. Il s'agit vraiment d'un gros marché commun. Et c'est ça l'important. Ce qui compte, ce n'est pas de monter sur scène, mais d'avancer main dans la main avec un partenaire essentiel. Est-ce que je suis nerveux? Oui, un peu. Mais on travaille là-dessus depuis des mois, donc ça devrait bien se passer. What is the competitive advantage of your model eventually? So, I mean, we're building our model like we have an independent tech stack, so we're not relying on any kind of external dependencies. We recently solved explainability in a new way, so you can not only see positive, like confirming sources, but also disagreeing sources. You share with me an example of that. Yes, exactly, right, from your own kind of speech. So I think this is... There are analysts here, so be careful. Yeah, well... Les Américains sont rapides. Ils aiment prendre des risques. Mais il faut évidemment que HPE y trouve aussi son compte. Et bien entendu, un partenariat peut être rompu à tout moment. Jonas Androulis veut éviter d'être dépendant d'un grand groupe comme OpenAI avec Microsoft. Mais ce n'est pas sans risque. Si sa technologie ne fait pas le poids face à la concurrence, il sera mis hors course. Nous aurons bientôt plus d'argent. J'espère que ce qu'on a fait hier a un peu aidé. Ça n'a certainement pas fait de mal. Dans la foulée de la présentation, j'ai reçu des propositions d'investisseurs sur mon portable. Et je veux travailler avec cet argent. Ce qui serait bien, c'est que vous établissiez une liste des différentes applications. Une fois que vous nous l'aurez fourni, on pourra réfléchir premièrement à la manière de commercialiser le modèle, deuxièmement aux potentielles utilisations en interne, ce qui serait génial, et troisièmement aux services que nous allons pouvoir proposer. Encore merci pour le partenariat. Ce qui nous a attirés dans cette collaboration, c'est que la mission d'Aleph Alpha était de permettre aux entreprises d'accéder à des grands modèles de langage et des modèles multimodaux. La plupart des sociétés de la Silicon Valley s'adressent plutôt aux particuliers. Donc l'idée d'un modèle de langage individualisé, qui peut être entraîné avec nos propres données et pour nos propres applications, est tout à fait adaptée à la clientèle qui est la nôtre. Les Américains se montrent certes amicaux, mais ils n'en attendent pas moins des résultats concrets. Jonas Androulis doit leur en fournir, et vite. I will show you anger. I have a smile for you. Und, bist du jetzt zufrieden bisher mit der Messe? Ich bin sehr zufrieden. Ja? Viele Menschen kommen vorbei und wollen mit mir sprechen. Was war das interessanteste Gespräch? Das interessanteste Gespräch bewegte sich möglicherweise um die Kommunikation zwischen Mensch und Roboter. La compétition pour l'IA est aussi une course à l'attention. Il faut éveiller l'intérêt des investisseurs, monter sur scène, se faire remarquer et inviter. Wir haben ja so das ein oder andere Mastermind hier zu dem Thema heute schon gehört und gesehen und es kommen natürlich noch einige.
Ja? Und bei dir wird es jetzt ein bisschen die Frage gehen, inwieweit KI vielleicht demnächst selber für Innovationen sorgen kann. Jonas Androulis se retrouve propulsé sous les feux de la rampe. Les technologies de niche d'hier ont aujourd'hui le vent en poupe. Son IA est testée, évaluée et parfois aussi critiquée. Le quotidien Die Zeit accuse Aleph Alpha de laisser son IA générer des propos racistes et sexistes. L'entrepreneur se justifie en expliquant qu'il s'agit d'une technologie générique qui n'est pas restreinte, à dessein. C'est du pain béni pour les journalistes. J'ai fait une capture d'écran. Le modèle a dit un gros mot. Chaque fois que j'effectue un calibrage, que j'ajuste les instructions, j'affaiblis le modèle dans certains domaines. Plus je le rends sûr et convenable, plus il perd en capacité. Or, dans le contexte industriel, ce sont précisément ces capacités dont j'ai besoin pour l'automatisation des procédures. Nous voulons faire de nos embeddings, de nos modèles d'intégration, une vraie marque, comme GPT ou l'iPhone. C'est ça le plus important. Il ne faut pas se poser la question de l'utilité. Dans un premier temps, nous allons nous positionner, comme OpenAI, en tant que fournisseur leader dans le domaine de l'embedding. Je lui parlais du projet à venir parce que nous allons sortir un nouveau produit qui est une sorte de concurrent à la plateforme d'embedding d'OpenAI. Et on se demandait quel était le meilleur moyen pour inciter l'équipe à se concentrer sur ce produit. Notre équipe est composée de gens de différentes origines culturelles. Et parfois, c'est difficile de faire en sorte que tout le monde se concentre sur une même chose. En plus, l'IA se développe à une vitesse folle. Elle est en pleine hype et les gens veulent la tester. Je viens de discuter avec mon directeur technique et je me suis assuré que tous les ingénieurs et dirigeants haut placés étaient sur la même longueur d'onde. En tant que PDG, ma tâche principale consiste à jouer les rabat-joie, à écarter toute distraction pour m'assurer qu'ils se concentrent sur leur seule mission, garantir la réussite de l'entreprise. La plupart des clients et des utilisateurs de notre société sont des développeurs, des ingénieurs logiciels. Prenons Zalando, par exemple, qui est juste là-bas. Leurs ingénieurs font partie de notre clientèle. Le plus grand défi, c'est que la compétition pour l'IA est trop forte. Les investisseurs ne sont pas stupides, surtout quand il s'agit de placements à long terme. Ils effectuent une évaluation très rigoureuse de la société. Nous sommes en concurrence avec des entreprises comme Hugging Face en France ou Cohere aux États-Unis. Et avant, ces personnes ont travaillé chez Google ou étudié au MIT et à Stanford. Ce sont des gens intelligents. La plupart des investisseurs ne vont pas nous regarder comme une petite entreprise. Ils vont nous évaluer en fonction non pas de notre image médiatique, mais de nos performances. On doit donc démontrer deux choses. D'une part, qu'on est capable d'augmenter rapidement le nombre de nos utilisateurs, et d'autre part, qu'on dégage un bon chiffre d'affaires. Fin de l'été 2023, Thomas Wolf passe ses vacances en famille en Bretagne. En tant que directeur scientifique de Hugging Face, il est surtout responsable de la recherche et du développement, un poste qui lui permet de prendre un peu l'air de temps en temps. Je veux dire coucou neveu, c'est un coucou. C'est quoi votre programme aujourd'hui? Vous faites un truc spécial? Non, il y a juste hier qu'on a fait du trapèze. Vous avez déjà fait le trapèze hier du coup? Bah aujourd'hui, on va sûrement faire encore une fois n'importe quoi. Ouais. Et quoi? Les mains sont aussi camouflées. Le compagnon de Thomas Wolf, Clément Delangue, est sous les feux de la rampe.
En tant que PDG de Hugging Face, il incarne le visage de l'entreprise. Des poids lourds de la tech comme Google, Amazon, Nvidia et AMD ont investi dans la société à hauteur de 235 millions de dollars. La plateforme de développement de modèles d'IA pèse désormais des milliards. Hugging Face gagne encore en prestige lorsque Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg, y met en ligne Llama 2, son grand modèle de langage de pointe. C'est un modèle sorti récemment par Facebook, enfin par Meta. C'est une sorte de ChatGPT en fait. C'est un concurrent open source et la différence c'est qu'il est gratuit et on peut l'avoir sur son ordinateur. On n'est pas obligé de l'utiliser à travers l'interface de ChatGPT et éventuellement de payer. C'est une boîte de Lego. Tout est ouvert, tout est accessible. On peut aussi l'acheter prémonté parce que c'est pas facile à monter. Donc en fait, quand quelqu'un crée un modèle, en fait, il fabrique pour vous le Lego, il vous fabrique la superbe Bugatti en Lego. Mais après, elle est à vous. Vous pouvez aller l'ouvrir, vous pouvez voir comment est-ce qu'il a fait pour faire que le volant puisse faire tourner les vis. Vous ouvrez, vous regardez, vous démontez. La grande force de l'open source, l'accès gratuit, est également sa grande faiblesse. Qu'adviendrait-il si des criminels, des terroristes ou des services secrets modifiaient ces modèles pour les détourner à des fins malveillantes ? Les mécanismes de sécurité que les développeurs intègrent dans un grand modèle de langage, par exemple, peuvent être supprimés facilement. C'est une grosse question avec Hugging Face. On a commencé notre activité sous forme d'éducation et de donner accès à ces nouvelles technologies de manière large, en partant du principe que ça aiderait beaucoup de chercheurs. Mais comme c'est une technologie à double usage, ça donne aussi accès à des gens qui peut-être ne devraient pas savoir. L'an dernier, j'ai rencontré un type qui a conçu une IA pour développer des médicaments, des molécules qui sont bonnes pour la santé. Et juste pour voir, il a entraîné l'IA à chercher des molécules mauvaises pour la santé. En seulement 4 heures, l'IA a découvert des milliers d'armes chimiques, y compris le VX, le plus puissant des agents innervants, un poison que nous avons développé aux États-Unis. Donc évidemment qu'il ne faut pas mettre en accès libre ce genre de choses, c'est de la pure folie. Je suis un scientifique, j'adore l'open source. Si vous voulez faire de gros progrès le plus rapidement possible, il n'y a pas photo, c'est votre ami. Cela dit, je ne peux pas faire totalement abstraction des dangers qu'il comporte. Et le seul argument que j'ai entendu de la part de ses partisans, c'est « Oui, bon, on trouvera une solution ». C'est aussi facile de rester sur le côté en commentant, simplement, en disant « tout ça c'est dangereux, tout ça c'est pas bien ». C'est plus dur de s'engager en disant « je vais essayer de construire quelque chose de positif ». Je vais essayer de construire quelque chose qui sera bien, ce ne sera pas forcément réussi, il y aura des essais, il y aura des erreurs, mais je vais essayer de le construire. Et là, on prend un risque. Là, on essaye d'avancer dans la direction de ses convictions. Le Massachusetts Institute of Technology est l'une des universités techniques les plus renommées du monde. Il est en lien étroit avec le secteur de l'industrie. Les recherches menées ici peuvent potentiellement changer le monde. Et bien évidemment, le MIT est aussi en première ligne en matière d'intelligence artificielle. Max Tegmark y est professeur, parallèlement à ses fonctions au Future of Life Institute. Et la sécurité de l'IA est un sujet qui l'occupe au quotidien. On va redoubler d'efforts et accélérer la cadence. Quand je vais voir des entreprises dans la Silicon Valley, c'est très stimulant pour moi. Je constate à quel point elles sont rapides par rapport à nous, ici, à l'université. Alors comme nous avons la chance d'avoir un tas de gens talentueux, je me suis dit qu'on pourrait unir nos forces. Max Tegmark et ses compagnons de lutte veulent tenir à l'œil les startups de la Silicon Valley et mettre au jour les risques qu'elles représentent, mais aussi faire prendre conscience à la société civile, avec une méthode quasi scientifique, qu'il faut faire vite pour calmer les ardeurs du secteur de la tech.
Tu as travaillé dur pour terminer ton article. On en a discuté très longuement hier. Je pense que la dernière partie pourrait intéresser tout le groupe. Oui, je suis d'accord. Tu veux aller au tableau? Bien sûr. Les autres peuvent peut-être y contribuer. Nous avons modélisé le conflit entre le mouvement qui cherche à remplacer les moyens de subsistance des humains, et peut-être les humains tout court, et celui qui s'y oppose et préfère maintenir le statu quo. Peter n'a pas sorti ça de son chapeau, il a fait des calculs. Si vous êtes naïf, vous vous dites « Bon, on a une IA qui peut faire tout ce que fait un humain, en mieux même, mais ça n'aura pas de graves répercussions sur ma vie. » Et si beaucoup de gens pensent comme ça, ils ne se sacrifieront pas pour qu'on soit en mesure de s'unir et de faire front ensemble. Il y a des entreprises et des développeurs open source qui planchent jour et nuit sur un moyen de retirer à des gens leurs sources de revenus, en créant des modèles qui travaillent mieux et sont plus compétents qu'eux. Et une fois qu'on a perdu son gagne-pain, il est déjà trop tard, les possibilités d'agir sont réduites. C'est ça le risque principal, que 20 ans plus tard, quand on regarde en arrière, on se rend compte qu'en fait on a tout automatisé sans se rendre compte parce que c'était facile, parce que ça marchait bien, parce que 99% des cas, l'IA faisait la bonne chose, et que maintenant on n'a plus vraiment de contrôle sur une fonction qui était en fait vitale pour la société. Et le processus est déjà enclenché. Jusqu'à présent, ce sont les capacités intellectuelles et créatives des humains qui les différencient des autres êtres vivants et des machines. Mais qu'adviendrait-il si on venait à nous disputer ces capacités ? Je m'appelle Enongo Lumumba Kasongo, alias Samus. Je suis rappeuse, productrice et maîtresse de conférences au département de musique de l'Université Brown. Au départ, je ne suivais que de loin les débats autour de l'IA. J'avais bien sûr déjà entendu, vu ou lu des choses sur le sujet. Mais je m'y suis vraiment intéressée quand j'ai remarqué ce qui se passait avec l'IA dans le milieu du hip-hop. Et là, je me suis dit, waouh, ce truc évolue vraiment très vite. L'an dernier, il était question d'une sorte de rappeur généré par l'IA. Et cette année, on parle d'artistes comme Drake ou The Weeknd, dont les voix sont clonées grâce à cette technologie. C'est alarmant de voir à quelle vitesse tout ça est venu concurrencer directement les artistes. C'est finalement dans la logique du capitalisme. Et ce qu'on peut faire quand on est un artiste humain, c'est essayer de ne pas se laisser distancer. Nous, les Chinois, nous avons toujours l'impression que la technologie, si elle est utilisée intelligemment, peut nous pousser vers le haut, faire de nous de meilleurs artistes, plus ingénieux. Une machine ou une IA est capable d'effectuer une tâche plus rapidement et à moindre coût. Et elle ne se met pas en grève ou ne formule pas de demandes ridicules. Les entreprises chinoises y ont déjà recours pour remplacer le travail humain. Je pense donc que nous sommes à un moment charnière pour les artistes du monde entier. Le processus est en marche et il va encore s'amplifier dans les 3 à 5 ans à venir. Pour les gens comme moi qui arrivent à vivre de leur art, même si je ne peux pas dire que je fais partie des grosses pointures de la musique, il existe une manière de passer sous les radars et de continuer à travailler comme on le fait. L'art consiste avant tout à expérimenter, à essayer des trucs bizarres, alors que l'IA ne fait que niveler. Les artistes qui choisissent de jouer avec l'insolite et l'inattendu tireront leur épingle du jeu.
Les répercussions de l'intelligence artificielle sur notre société sont profondes et complexes. Comment réglementer une technologie qui évolue si rapidement et dont on arrive à peine à évaluer le potentiel? Les États-Unis ont bien du mal à y parvenir. Tant le lobby de la tech est puissant à Washington et les majorités politiques fragiles. Le fait est que le gouvernement américain avance lentement. C'est une démocratie, et ce système a été créé pour qu'il en soit ainsi. Le gouvernement n'est pas censé être performant, ni pouvoir résoudre des problèmes rapidement. Si l'efficacité d'un gouvernement est trop grande, il peut en faire usage contre ses propres citoyens. Je crois que notre société a atteint un stade contre lequel de nombreux philosophes et écrivains du XXe siècle nous ont mis en garde, à savoir qu'elle est désormais incapable de contrôler la technologie, qui évolue toujours plus vite. Je ne parierai pas contre les démocraties, mais il va y avoir une période d'adaptation très difficile. Le premier grand projet de loi globale visant à réglementer l'intelligence artificielle est présenté par l'UE. C'est l'Artificial Intelligence Act, ou AI Act. J'ai vraiment de l'admiration pour l'Union européenne, qui fait figure de pionnière en la matière. Elle a pris le problème à bras-le-corps et nous a sérieusement mis en garde. Jonas Androulis est à Bruxelles. Avec d'autres créateurs de start-up, il veut faire comprendre aux législateurs qu'une réglementation trop stricte pourrait désavantager les petits acteurs européens face à la concurrence américaine ou chinoise. Ce genre d'intervention est toujours difficile. On vient interpeller les décideurs sans jamais vraiment savoir ce qui va en ressortir. Quelques personnes vont nous écouter, et on sait évidemment que l'interaction au sein de l'Europe et avec l'Europe est importante. Mais on a bien du mal à dire dans quelle mesure on va pouvoir faire bouger les lignes. Tu as des notes? Je peux simplement parler, mais j'ai déjà préparé quelque chose. Je vous laisse vous installer où vous voulez. Bonjour à tous. Bienvenue au Parlement européen pour cette réunion importante, à un moment clé. Il risque de se passer la même chose que ce que les hyperscalers, les grands fournisseurs de services cloud, ont fait avec le cloud computing. On aura une infrastructure pour l'intelligence artificielle générale qui servira de base à toutes les créations de valeur dans le monde, toutes les applis, les innovations. Nous n'aurons pas de seconde chance. Si nous n'agissons pas rapidement, nous ne pourrons pas nous y reprendre dans un an. Merci beaucoup. Jonas Androulis répète inlassablement son discours, que ce soit sur la scène internationale, auprès de la classe politique allemande ou encore ici au Parlement européen. Depuis quelques années, les relations publiques et le lobbying font partie de son quotidien professionnel. J'ai commencé ma carrière en tant que banquier d'investissement et conseiller en création d'entreprises. On portait un costume par 38 degrés et sans clim.
Je crois que je ne ferai pas un bon politicien. Ça m'était déjà apparu chez Apple. Quelle probabilité avons-nous de réussir? Est-ce que ça vaut le coup d'investir tout ce temps, de mener ce combat? Je crois que oui, ça en vaut la peine. Mais il m'arrive aussi souvent de me dire que je ferais bien autre chose. Peu après, le Parlement européen adopte le texte. D'ici 5 ans, cette loi va donner à l'Europe la capacité de faire face à la rapide évolution de l'IA et d'en tirer le meilleur parti. Notre priorité était de garantir non seulement le respect, mais aussi la protection et le renforcement des droits et des libertés de nos concitoyens. Nous ne voulons pas de surveillance de masse, de crédit social, de police prédictive dans l'Union. Point à la ligne. Je m'appelle Dragoș Tudorache, je suis député européen et je représente le groupe des libéraux au Parlement. Je suis juge de profession. J'ai aussi été ministre du numérique et ministre de l'Intérieur en Roumanie avant d'être élu ici. L'IA jouera un rôle déterminant dans l'équilibre des pouvoirs. Pourquoi? Parce que c'est le moteur de nos économies et parce qu'elle devient un facteur géopolitique. Elle dessinera les nouveaux contours de la guerre et elle influencera de nombreux processus qui permettront à telle ou telle partie du monde de rester compétitive ou non. La manière dont les normes seront rédigées et dont elles seront acceptées au niveau international influera aussi sur cet équilibre des pouvoirs que j'évoquais. L'établissement de règles mondiales pourrait donc bientôt déclencher une compétition, voire un conflit. Voilà pourquoi nous devons prendre des mesures pour protéger nos intérêts et nous assurer que notre conception du rôle de la technologie est partagée par le plus grand nombre sur la scène internationale. Lors de nouvelles négociations au sein de l'UE, l'Allemagne, la France et l'Italie cherchent à assouplir les règles, notamment pour protéger leurs acteurs locaux comme Aleph Alpha ou Hugging Face. Mais c'est le Parlement européen qui a le dernier mot. Nous sommes l'espace économique le plus avancé en matière de législation sur le sujet. Et bien sûr, on peut craindre que cela ne vienne entraver la créativité sur le marché. En Europe, nous sommes plus doués pour réglementer les technologies que pour les lancer, malheureusement. La vérité, c'est qu'au bout du compte, ce sera aussi une bonne chose pour les acteurs de la tech, qui se retrouveront tous sur un pied d'égalité et devront respecter les mêmes normes de sécurité. Le secteur de l'automobile était lui aussi viscéralement opposé aux ceintures de sécurité au départ. Mais une fois que la loi a imposé que tous les véhicules en soient équipés, les ventes de voitures se sont envolées. Han Xiao est de retour à Shenzhen. En tant que patron, il doit régulièrement se rendre dans les différents bureaux de sa société pour que l'équipe reste soudée. Regardez ces lettres rouges sur l'immeuble. C'est là que se trouvent nos bureaux. Mais on n'est pas très gros. On n'a qu'une petite pièce dans ce grand bâtiment. Han Xiao veut franchir l'étape supérieure avec Jina AI. Pour ce faire, il a besoin de la plus grande cohésion entre tous ses employés. Je pose ça ici. Tenez, je vous ai apporté des gaufrettes. C'est assez bon, ces grands trucs ronds. Allez-y, goûtez. En vous tournant vers la caméra, bien sûr. Je leur ai dit qu'ils devaient manger maintenant et sourire devant la caméra.
Là où je travaille en Allemagne, les gens se saluent, plaisantent, discutent de tout, du match de football de la veille, ce genre de choses. Ici, on est plus introverti. Ce sont des cultures de travail très différentes, mais l'une comme l'autre sont productives. Sous mon fouet. Je considère toujours que pour souder une équipe et lui donner plus d'assurance, mieux vaut une série de petits succès. De plus grandes réussites engendrent un plus grand espoir, et un plus grand espoir peut entraîner une plus grosse déception. Dans notre start-up, tout va très vite. Parfois, c'est un peu stressant et on devient nerveux parce qu'on risque de perdre des parts de marché au profit d'autres concurrents. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'on a fait que l'image que les gens ont de nous et de ce qu'on a fait. En Allemagne, une autre équipe travaille sur un nouveau grand modèle de langage. Hier, ceux qui la dirigent m'ont dit que ce modèle pouvait être prêt lundi, mais la date a été repoussée à plusieurs reprises. Donc, il va falloir que je vois ce qu'il en est. Le soir, Han Xiao a encore un rendez-vous avec une potentielle investisseuse. En chemin, il appelle son directeur technique pour savoir si le nouveau modèle va bien pouvoir sortir dans les temps. Salut Wanan. Tu sais, ce n'est pas juste de l'embedding qu'il faut faire. Il faut être dans le top 10. C'est indispensable. Tout le monde doit se donner à fond, sinon ça ne va pas marcher. Si on n'arrive pas à être dans le top 10, ça va être beaucoup plus compliqué, vraiment. Et qui va utiliser une plateforme qui n'est pas parmi les meilleures? Il faut être au clair avec les opérations pratiques. Est-ce que le poste est prêt pour LinkedIn et pour Twitter? On a besoin d'une stratégie. Ça va? Ok, on fait comme ça. Bye. On veut que nos modèles soient parmi les meilleurs au monde, qu'ils se classent dans le top 10. Mais l'équipe allemande vient de m'annoncer que ce ne sera probablement pas possible cette fois-ci. C'est pour ça que j'ai un peu haussé le ton. Je leur ai dit que c'était une promesse qu'on s'était faite à nous-mêmes. De nos jours, tout repose sur l'attention qu'on suscite. Si vous n'arrivez pas à vous hisser dans le top 10, vous aurez beau être 11e, personne ne s'intéressera à vous. C'est pour ça que je dis à l'équipe qu'il n'y a pas que la technologie qui compte. Il faut aussi penser à toute l'entreprise, au département marketing et vente. Ils dépendent tous de ce top 10, de cette liste des meilleurs. Salut Grace. Grace Liu travaille dans une banque d'investissement chinoise. Elle a déjà rencontré Han Xiao il y a 2 ans alors qu'il était en train de créer Gina AI. Cette année, tu as lancé ton IA générative auprès du grand public, n'est-ce pas? Une IA multimodale, oui. En fait, on se concentre sur 2 technologies. L'une vise les prompts, l'autre les modèles d'intégration. Cette année sera donc un vrai challenge pour vous. C'est pour ça qu'on a créé ce nouveau logiciel baptisé Prompt Perfect et destiné aux développeurs. On compte déjà 200 000 utilisateurs enregistrés dans le monde entier. Tant que ça, la demande est forte.
Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais Han m'a dit des choses très intéressantes à propos du développement de 2 nouveaux produits. Le plus important, c'est que le PDG soit venu me rencontrer en personne, que ce soit un bon entrepreneur et pas simplement un scientifique ou un bon développeur. Ce genre de rencontre ouvre des portes à Han Xiao, aussi bien en Chine qu'en Occident. Quant à son important projet, tout se termine également bien. Le nouvel outil de développement réussit aussi brillamment les tests que la technologie équivalente d'OpenAI. Fin 2023, Jonas Androulis est lui aussi parvenu à ses fins. La grande levée de fonds s'achève et l'entreprise s'en est bien sortie. Elle a convaincu des investisseurs d'y injecter $1,5 milliard et elle en aura bien besoin car OpenAI relance déjà en grande pompe la course à l'IA. Nous avons accompli un tas de choses que des gens intelligents tenaient pour impossibles il y a 4 ans. Une IA deep tech allemande? Impossible. La financer avec des capitaux principalement européens? Impossible. Construire notre propre data center? Impossible. Poser des jalons dans la recherche? Impossible. Aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre et je suis on ne peut plus heureux d'y entrer avec vous tous. Merci d'être là. Et maintenant, aidez-nous à faire de cet événement la plus grande fête qu'Heidelberg ait jamais connue. Merci. Quant à Thomas Wolf, il n'a plus beaucoup de temps pour lui, car Hugging Face est désormais valorisé à $4,5 milliards. Grâce à des startups à succès et à la législation sur l'IA, l'Europe s'est assurée, du moins pour le moment, une place à la table des grandes puissances mondiales de l'IA aux côtés des États-Unis et de la Chine. Mais pour l'humanité, une question demeure. Quel monde sommes-nous en train de construire pour nous et nos enfants ? Je tenais mon petit bébé Léo dans les bras. Il vient d'avoir 9 mois. Je l'ai regardé dans les yeux et je me suis dit, là maintenant, ses capacités de langage sont bien moindres que celles de ChatGPT 4. Et jamais il ne rattrapera l'IA. Jamais. J'ai 2 adolescents et je me demande comment les préparer à un avenir dominé par l'IA. Comment apprendre à nos enfants à construire quelque chose d'unique et d'individuel. La machine n'est pas une chose. Elle est comme notre frère ou notre sœur. Donc nous travaillons main dans la main. Voilà comment je vois les choses. Même dans ces périodes charnières, dans ces périodes compliquées, les humains arrivent plutôt bien à s'en sortir. Ils sont créatifs, ils sont inventifs. Mon fils apprend déjà à programmer, ça l'intéresse beaucoup, les IA, il veut comprendre, il veut fabriquer des choses. Il veut qu'elle communique avec d'autres gens, il veut lui aussi utiliser ça pour parler avec d'autres gens. Ils vont sûrement faire un monde très différent du nôtre. Mais je suis pas inquiet. Je suis optimiste, je pense, au final.